Bonjour à toutes et à tous et bienvenue parmi nous dans un nouveau numéro du Shot des Cultures. Vous êtes sur IRM Radio et il est 13h. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous avez survécu à tous ces événements-là, les grèves, les embouteillages, le froid, la pluie. La grippe. La grippe, oui. En tout cas, nous, on est là, l'équipe du Shot des Cultures. Comme chaque semaine, on est ravis d'être parmi vous. C'est un rendez-vous qu'on attend à chaque fois avec impatience. Et quoi qu'il arrive, vous nous retrouverez toujours. On espère. Permettez-moi de vous présenter mon équipe aujourd'hui. J'ai envie de vous dire, toujours la même. Achille en réalisation. Salut, salut. Madame Anani Wassila est avec nous aussi. Bonjour. Bonjour. Et Monsieur Kamel Haït Khaira. Bonjour à tous. 2h30 de route, hein. Ouais, c'est la catastrophe. Ça fait toujours plaisir. Alors aujourd'hui, on va découvrir un domaine qu'on ne connaît pas encore, la guérison par l'énergie, le traitement par l'énergie. Ensuite, on va faire une immersion dans le monde de la mode. Et pour ça, avec nous ici au studio de IRM.radio, le guérisseur énergéticien, Monsieur Hichem Idelkaïd, yes. Idelkaïd, qui nous vient directement du Maroc. Il vient d'atterrir, il nous a même pas ramené. C'est bien ça. Il nous a même pas ramené de Bekbouka, rien du tout, mais bon. Ni le soleil non plus. Mais en tout cas, il a un don, voilà. Lui, même s'il vient les mains vides, ses mains ne sont jamais vides parce que grâce à tes mains, c'est ça, ouais. Tu arrives à guérir les Parfois, maux. je touche pas. Voilà, parfois même à distance, on va en revenir plus tard. En tout cas, guérisseur énergéticien qui voyage un petit peu partout dans le monde pour guérir les uns et les autres, et très très connu, très suivi sur les réseaux sociaux. Et c'est un plaisir de te recevoir, Hichem. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est un honneur, d'autant plus que la fois précédente... J'étais pas bien. Voilà, tu n'as pas pu... Tu avais besoin d'un guérisseur énergéticien. J'ai demandé à mon fils. Machallah. Il n'a pas pu se guérir tout seul. Il n'a pas pu se guérir tout seul. Si, je le fais. Bah oui, la preuve, il est là. On ne peut pas tout guérir non plus. Hein. Ah, exactement, c'est vrai, je suis d'accord. Notre deuxième invité... Il est d'origine algérienne, un créateur de mode talentueux qui a travaillé avec les marques les plus prestigieuses au monde. Je cite Louis Vuitton, Givenchy, Azedine Alaya, Azedina, je le dis en arabe, mais Azedine Alaya pour les autres. Il a eu les éloges et la reconnaissance des plus grands créateurs au monde, comme l'incontournable Elisab. Bon, il a eu un parcours exceptionnel, exemplaire, une success story d'Alger, Paris, Beyrouth, en passant par Barcelone. Là où il est passé, il a fait parler de lui. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, là avec nous, dans les studios de IRM.radio, dans le Shot des Cultures. Permettez-moi de vous présenter le designer Zino Touefak. Bonjour. Je suis fendu là, c'est bon. C'est bon, tu peux repartir. On a fini, tu peux repartir, Zino. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous pour... Vraiment, je suis ravie d'être très très bien entourée aujourd'hui et j'espère que l'émission d'aujourd'hui va vous plaire. En tout cas, on est en direct sur Twitch TV. Vous pouvez chercher, vous mettez juste IRM Radio sur Twitch TV, vous allez voir toutes nos têtes. Et aussi, vous pouvez nous envoyer vos messages au 07 71 59 62 68. Je répète, 07 71 59 62 68 ou gratuitement via WhatsApp depuis l'étranger, parce que je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter un petit peu partout dans le monde. Et puis, d'autant plus qu'aujourd'hui, ça serait bien, si vous souffrez de quelque chose, d'une maladie, Monsieur Hichem Idelkaïd peut guérir grâce à l'énergie à distance. Voilà, donc vous lui dites, ça se passe comme ça, hein, je ne me trompe pas. Soyez nombreux, hein, si vous avez des questions. On est en direct aussi sur quelques comptes des réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Mais si vous m'entendez, je vais vous demander de vous rediriger vers
Twitch TV, c'est mieux. Vous allez tous nous voir ensemble, une meilleure qualité. Vous allez pouvoir bien profiter de l'émission. On va commencer là tout de suite avec une personne. Je respecte son identité. Je ne vais pas donner son nom. Une dame qui nous a appelé et qui nous a envoyé un long message nous expliquant qu'elle c'est une femme mariée, une maman, et toute sa vie elle a tout fait pour faire plaisir à sa maman, elle a été à son service, et puis malheureusement sa maman ne le lui rend pas, très agressive avec elle, elle ne lui montre pas son amour, etc. Elle dit qu'elle a mis en avant, elle fait passer sa maman avant son mari et même ses enfants, et puis ça la rend triste, et elle m'a dit je suis au bord du suicide, et c'est pour ça que je te pose la question, Madame Anani, comment est-ce qu'on peut l'aider? Qu'est-ce que vous lui conseillez? Oui, j'ai eu le message de cette dame. Elle nous a envoyé un message, je dirais même un message de détresse, parce que elle parle de la relation de dominance de la part de sa mère. Elles se sont complètement démunies face à une figure presque sacrée dans notre culture. Enfin, c'est un problème à prendre vraiment avec des pincettes, parce que dans notre culture, la maman, elle a une figure presque sacrée. Absolument. Donc, quels que soient ses agissements et ses comportements, il faut prendre sur soi pour ne pas la brimer, pour ne pas se fâcher avec elle. Et moi, je dirais, je suis là en tant que psychothérapeute. Oui. Je ne suis pas là en tant que une personne qui a une maman qu'elle doit respecter et tout ça. Moi-même, j'ai des enfants et j'ai fait un long travail sur moi pour ne pas tomber justement dans cette façon de manipulation, je dirais bien, de manipulation. Parce que les mamans manipulent très bien. Elles excellent si. Ah oui, non, je rien dit, moi. C'est vrai. Même nous, en tant que maman, on le fait inconsciemment. Mais c'est de la manipulation généralement positive. Non, toute action a une intention positive. Toute action, même si de loin on voit que c'est une action un peu désagréable, toute action a une intention positive. Donc, il faut surtout pas se dresser contre les mamans. Ça, je ne dis pas ça. Hein. Il faut vraiment faire la différence. Mais or, si on veut avancer dans notre vie d'une façon sereine, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se débarrasser au plus vite des liens toxiques. Je dis bien des liens toxiques qui nous lient. Lorsqu'il s'agit d'amis et tout, mais là, c'est non, je dis pas personnes auxquelles c'est difficile. Je dis pas il faut se débarrasser des liens qu'on a avec sa mère, mais des liens toxiques inconscients de la part de la fille et de la maman. Généralement, c'est des attachements. Donc, un attachement, c'est pas de l'amour. Donc, si on se débarrasse de cet attachement qui est toxique pour la personne, on garde que l'amour sain et vrai. C'est ça qu'il faut faire. Et en PNL, par exemple, en programmation neurolinguistique, il y a beaucoup de protocoles. On va aider la personne à se débarrasser des liens toxiques pour pouvoir garder que l'amour. Et l'amour vrai, l'amour inconditionnel. Parce que, en fait, cette dame, elle souffre d'abord. Parce que la dernière fois, on a parlé comment on appelle ça, des crises d'angoisse? Non, d'estime de soi. Oui. Et j'avais insisté sur 3 points. J'ai dit l'estime de soi, c'est l'amour, la responsabilité et l'acceptation. Madame Anani, avec des mots simples. Des mots Parce simples. que des mots simples, je veux dire, là, la dame, elle se retrouve dans une situation où elle ne peut pas renier sa maman, elle ne peut pas briser, couper le contact. Qu'est-ce qu'il faut faire face à... De toute façon, c'est une manipulation, il faut le dire, face à ce genre de manipulation. Parce qu'en fait, la maman, elle dit dans son message, il y a beaucoup de sous-entendus. Oui. D'accord. Donc, quand la fille se dresse contre elle en disant « voilà ce que tu m'as dit », elle va être dans le flou le plus total. Et elle va utiliser la même arme qu'utilise sa mère, c'est-à-dire des réponses évasives. Elle lui dit, par exemple, « tu ne sais pas conduire ». « Ah bon? Ça, c'est ton avis. » Tu vois, et elle s'arrête là. Il ne faut pas rentrer dans... C'est-à-dire qu'elle prend pas en considération toutes les remarques négatives. Donc, elle ignore un petit peu. On appelle, c'est la technique du brouillard. En fait, elle reste évasive, pas de réponse engagée et justifiée pour éviter les conflits de communication. Okay. Voilà. Donc, en attendant, moi, je conseille vivement à cette dame, en attendant, donc, c'est des techniques on va dire, de protection, mais en attendant, il faut qu'elle se prenne en charge pour
Auprès d'un psychologue. Voilà, auprès d'un psychothérapeute, par exemple, pour qu'elle soit en confiance en elle, pour qu'elle ait l'estime de soi. Quand elle est bien blindée par cette confiance et par cette estime de soi, rien ne peut lui arriver. Voilà, madame, j'espère que vous avez... Juste une petite chose, et ce serait pas plus simple de discuter avec sa maman? Non. Non, au départ, et de mettre les cartes sur table, de dire voilà, maman, tu me fais du mal quand tu me dis ça, etc. etc. Juste ça dans un premier temps, que de rester dans un truc non, c'est vrai, des fois, il faut crever l'abcès. Non, parce que tu sais pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en cabinet, on ne focalise pas sur la personne, enfin sur la maman. On se focalise sur la patiente. C'est-à-dire, on ne se focalise pas sur la cause du problème. Comment elle peut s'en sortir? C'est ça qui nous intéresse. Et si cette dame change un petit comportement, tout va changer autour d'elle. Même sa maman va changer. Ok, de toutes les façons, on va demander à la dame de voir un psychothérapeute ou autrement de vous envoyer un message sur Facebook. M'envoyer un message parce que je suis là pour vraiment aider le maximum de personnes Merci beaucoup. Voilà, pour qu'elles s'en sortent. Merci pour eux. Voilà. Donc, envoyez un message à Madame Wassila Anani, discutez avec elle, prendra le temps de vous expliquer, de bien vous conseiller. Et puis, peut-être que vous allez, quand elle aura une meilleure lecture du problème, un peu plus de connaissances, parce qu'on ne peut pas rentrer dans les détails. Moi, par respect de la vie privée, je n'ose pas dire à l'antenne tout ce que vous nous avez dit. Alors, un petit tour de table. Juste avant, pour qu'elle puisse la contacter, elle va quand même donner son Facebook. Madame Wassila Anani. Alors, Madame Wassila Anani Maklouf, c'est mon nom de... Ce qu'il y a sur Facebook. Hein. Voilà ce qu'il y a sur Facebook. Ouais. Et là, je réponds à tout le monde avec beaucoup de précision et beaucoup de patience. Voilà, merci beaucoup. Un petit tour de table. Par exemple, le designer Zine Outouefek. Si tu étais dans cette situation un petit peu entre des personnes très très chères avec qui on ne peut pas couper les liens, mais qui sont toxiques à la fois. Je ne dirais pas que la relation est toxique quand même entre parents et... je sais pas, j'irai pas jusqu'à utiliser ce terme assez dur, mais je pense qu'il y a quand même... Mais le problème de cette dame aussi, pour moi, je pense que ça vient de nos traditions et comment on a les parents sur le dos. Et cette manipulation, je suis tout à fait d'accord avec madame. Et pour moi, le travail, c'est qu'on peut aussi rééduquer les parents. On a eu une éducation de la part des parents et puis à nous, avec notre évolution personnelle, on peut les rééduquer par rapport à la communication, comment on leur parle, comment on leur répond, comment on traite les sujets qui bloquent par rapport à nos différences de génération. Donc plus je serai dans la communication que dans un long travail de guérison, de psychanalyse. Non, je ne dis pas de psychothérapie, oui, c'est très brève. Pour moi, quand je parle de relations toxiques, c'est dans notre jargon. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ça commence avant d'aller voir, pour moi, avant d'aller se faire aider. C'est très très bien d'ailleurs, parce que le problème est beaucoup plus profond que ça. Apparemment, Hannah ne voulait pas trop l'étaler. Il faut d'abord qu'elle commence par un canal de communication avec sa mère. Et après, on va aller vers... c'est ce que j'ai fait. Enfin, moi, je parle de mon expérience par rapport à... C'est pas grave, on ne peut pas s'attarder sur le sujet. Vite fait, un avis, si vous avez un avis à donner. Mon avis, moi, je trouve qu'il ne faut pas directement aller vers les traitements, je veux dire, psychologiques et tout ça. Donc, il faut plutôt discuter entre mère et fille ou mère et garçon. Voilà. Il y a toujours moyen de trouver un... Parfait. Merci beaucoup. De toutes les façons, n'hésitez pas à envoyer des messages sur les réseaux sociaux à Madame Wassila Anani. Passons tout de suite à Monsieur Hicham Idel Kaid. Oui. On va commencer par des questions toutes simples. La guérison par l'énergie. Ça se passe comment pour ceux qui ne savent pas? Il y a différentes guérisons par énergie, donc il y a plusieurs thérapies, comme le sait Madame Anani, oui. Donc il y a le Reiki, il y a le Prana, il y a le Shiatsu aussi, je crois. On peut aussi utiliser le Shiatsu. Le Reiki? Le Reiki, oui. Donc la différence, c'est que ce que moi je fais, ça ne ressemble pas à tous ces thérapies en fait. Parce que quand j'ai découvert que j'avais un don, j'ai essayé de contacter pas mal de thérapeutes. Donc ça, c'est un don, hein? C'est un don. J'ai pas étudié pour. On ne fait pas d'études pour? Non, j'ai pas étudié pour. D'accord. Ok, donc moi, je l'ai découvert à travers une formation de Reiki. Donc j'ai une collègue à moi qui avait un jour un torticolis. Mes collègues, ils l'ont dit, va chez Hicham, il masse bien.
Oui. C'est vrai, j'adore les massages. Donc je lui ai massé son cou. Je pense que tout le monde ici présent adore les massages. Pas toujours. Donc je lui ai massé son cou. Et du coup, après 2-3 jours, il se sentait bien, il n'avait plus rien. Et d'habitude, il doit aller chez un ostéopathe ou un kiné. Et il est revenu vers moi, il m'a dit, écoute, j'aimerais bien te remercier. Je dis non, il faut pas. Il me dit, si. Comme tu aimes bien les massages et tout, j'aimerais bien que tu te diriges un peu vers tout ce qui est énergie. Je dis, ok, il me dit, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Il me dit, moi, je suis maître Reiki. J'aimerais bien t'offrir le premier niveau de Reiki. Oui, le premier niveau. Moi, je rigolais, j'ai dit, allez, vas-y, je vais pas commencer à mettre mes mains sur les gens, Oui. à faire semblant, moi, je crois pas. Il m'a dit, si, viens, tu vas voir. Et j'y étais. Je suis allé, j'ai rien payé. Une journée de formation. Et après une semaine de ma formation, j'ai eu une collègue à moi qui était très malade à son épaule. Elle souffrait d'une tendinite, je crois même plus que ça, pendant 10 mois. Un soir, à la fin de la journée, j'étais chez elle, j'ai dit, écoutez, est-ce que tu veux que Que je te guérisse? Non, j'ai pas dit tu veux que je te guérisse. J'ai dit, j'aimerais bien essayer ce qu'elle m'a appris, notre collègue, sur toi. Ah. Elle m'a dit, moi, je veux tout essayer, parce que le médicament, ça ne fait rien. Effectivement, j'étais vers elle, j'ai mis mes mains un peu comme ça. Après 2 minutes, il me dit, je sens une chaleur. Je dis, c'est normal, je sors de la piscine. Moi, je travaille en piscine. Oui. Il me dit, non, c'est une chaleur qui vraiment traverse mon corps. Je dis, ah, ok. Après 2 minutes encore, il m'a dit, j'ai envie de dormir. Je dis, comment ça, t'as envie de dormir? Je dis, tu viens de prendre ton médicament, parce que les anti-inflammatoires, ça endort. Oui. Je dis, non. Ça fait 10 mois que je les prends. Je connais très bien les effets secondaires, je sais ce que ça me fait. Donc moi, j'ai vu qu'elle était un peu... Je dis, tu sais quoi, je vais te laisser. Je suis parti. Après 1 heure, il m'appelle. Il me dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Je dis, je t'ai rien fait. Il me dit, si, Hicham, j'ai plus rien. Je dis, vas-y, arrête. Je dis, tu déconnes. Il me dit, je te jure. Tu avais quel âge, Hicham? Je veux dire, quand tu as commencé? Quel âge? Ça fait 1 an. Ah, ça fait 1 an. J'ai 42 ans, ça fait 1 an. Avec 41 ans. Ouais. Et c'est grâce à cette personne que tu as découvert que tu avais un dent? C'était ma collègue, ouais. Impressionnant. Voilà. Donc elle m'a dit, j'ai rien. Elle me dit, c'est comme si je rêvais. Je dis, mais non, arrête. Je dis, c'est le médicament. Elle me dit, Hicham, je le prends depuis 10 mois. J'ai insisté. Et à la longue, j'ai dit, tu sais quoi, c'est bon. Je suis parti. 1 semaine après, j'ai vu le maître Reiki. J'étais chez elle, j'ai dit, écoute, est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça fait le Reiki? Parce que moi, je ne comprends pas très bien, même si j'ai fait la formation. Elle dit, le Reiki, c'est une thérapie alternative. On prend un patient, on fait une posée de bain sur lui pendant une demi-heure, 1 heure. Ouais. Et on essaie de dégager les mauvaises énergies pour que la personne se sente bien. Avec un vrai massage? Non. Juste par-dessus la main? On travaille tous les chakras en fait. Il y a 7 chakras, on commence à la tête, on termine aux pieds. C'est ce qu'elle m'a appris. C'est pas ce que j'ai fait à ma collègue. Je dis ok, jusque-là je comprends. Je dis alors, j'ai mal à l'épaule. Est-ce que tu peux m'enlever la douleur en 5 minutes? Elle m'a dit impossible. Je dis tu es sûr? Elle m'a dit c'est impossible. Je dis alors moi je l'ai fait. Elle me dit je te crois pas. Je dis va chez la collègue. Elle est allée chez la collègue. Il lui a demandé de confirmer, dit j'ai plus rien. Je dis ça fait 10 mois là, j'ai plus rien. C'est comme si je rêvais. Moi, il y a ma mère qui est malade à la maison, je vais vous emmener avec moi. Et là-dessus, elle m'a dit écoute, peut-être que le Reiki a déclenché un don chez toi. Donc je commence à la regarder, rigoler. Je dis ah, tu vas pas commencer non plus comme ma collègue. C'est quoi ça, un don? Je dis bah, t'es peut-être guérisseur. Je dis tu sais quoi, j'ai envie de terminer bien ma journée. J'ai pas envie d'avoir mal à la tête. Je suis parti. Ouais, je croyais pas. Donc j'ai laissé ça comme ça. Après 2 semaines, je crois plus ou moins, je rentre chez moi. Ma mère, elle souffre de la polyarthrite. Ah oui, ça fait mal. Ça fait très mal. Donc j'arrive, il me dit, ouais, j'ai mal. Elle était un peu bizarre. Je dis, t'as quoi? Il me dit, ouais, j'ai mal à mon genou, je sais plus prier, je sais pas le plier, rien. Moi, je la regarde, je dis, je peux poser mes mains sur toi? Elle était morte de rire. Je dis, comment ça poser tes mains sur moi? Je dis, bah oui, laisse-moi faire quelque chose. Qu'est-ce que t'as découvert encore? Parce que moi, à chaque fois, je viens avec un truc. Je dis, allez, maman, laisse-moi, s'il te plaît. Il y avait toute la famille en plus. Donc je mets mes mains sur ma mère. Elle me répète le même scénario que ma collègue. Elle me dit, tes mains chauffent. Sauf qu'elle, au lieu de me dire, j'ai envie de dormir, elle a dormi. Ah oui, ouais. Carrément. Carrément. Donc j'ai enlevé mes mains. J'ai dit, maman, marche. Le premier pas qu'elle a fait, elle m'a regardé. Elle m'a dit, c'est quoi ça? J'ai dit, comment ça? Quoi? Elle me dit pas que t'as plus mal. Elle me dit, je te jure, j'ai plus rien. Tout le monde me regardait. Donc c'est ma mère. Là, j'ai commencé à trembler. Je dis, c'est ma mère. Il n'y a rien là. Là, pendant 1 mois, j'étais pas bien. Donc je cherchais. J'ai dit, c'est quoi ce truc? J'ai appelé un pote à moi, un ami à moi aux États-Unis. J'ai dit, Karim, voilà, j'ai ça. Il me dit, faut pas avoir peur, il y a un gars qui s'appelle Charlie Goldsmith, c'est un guérisseur australien, on l'appelle The Healer. Peut-être que tu as la même chose que lui. Effectivement, je vais sur YouTube. Est-ce que tu l'as contacté? Oui, on est en contact. Donc je regarde ses vidéos en fait, et tout ce qu'il faisait avec ses mains, je le répétais. Le premier contact que j'ai fait waouh, c'est quoi ce truc? J'ai senti tout. Ah oui. Là, parce que même en tant que guérisseur, tu peux sentir peut-être la douleur de... Je sens tout. Ouais, je sens tout. Donc,
Et à un moment, il faisait comme ça avec ses yeux. Je dis, qu'est-ce qu'il fait avec ses yeux? Je commence à faire la même chose, mes mains, ils chauffaient, ils étaient en feu. J'ai arrêté, j'ai dit, oh, ça c'est trop. Ça va loin. Ah, ça va loin. Ça, c'est Super génial. pouvoir. Moi, j'aimerais bien me réveiller un jour. Bien sûr, ça m'a perturbé. Du coup, je voulais pas accepter, en fait. Donc, je me suis un peu... j'en ai parlé à la maison et tout, mais je dis, c'est quoi ce truc? Et je commence à tester. Dès que j'ai quelqu'un qui est mal, je dis, ouais, viens. Il me dit, ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Tu prends de drogue, tu viens. Bah oui, parce qu'ils me connaissent comme maître nageur, prof d'aquagym, tu passes, tu dis, ouais, je fais des trucs. Ouais. J'ai commencé. Au début, je faisais les genoux, le dos, ça marchait. Mais je disais rien. Mais à un moment, je sentais que moi, je gardais cette douleur, en fait. Ah oui. Mais je ne me rendais pas compte. À un moment, je commençais à avoir mal au genou, j'ai jamais eu le dos. Je sais quoi. J'appelle mon kinésiologue, j'écoute. Il se passe un truc. Il m'a appelé chez lui, il m'a expliqué, il me dit, écoute, c'est un don, tu as besoin de personne. Ton don va te guider lui-même. Tu vas apprendre, tu vas voir des choses toi-même. Et tu dois te protéger. Je dis comment? Il me dit, ouais, pour pas avoir tous les... Ne pas okay. absorber, mais ça part après, hein, c'est pas des trucs qui restent. Hein. Ouais. Effectivement, j'ai appris avec le temps. 1, 2, 3, 4. À un moment, je suis fatigué. Je peux travailler sur quelqu'un, je suis comme ça, je dors. Ah oui. Parce que je connais Tellement pas mes c'est limites. intense. Ouais. Non, je connais pas mes limites. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Après, j'ai découvert que je peux le faire à distance. Je peux le faire par SMS. Je peux conduire ma voiture. Tu m'appelles. J'ai mal à la tête, je le fais. Incroyable. Mais Zino, tu en penses quoi? Zino, toi, non, designer. moi j'y crois à fond. J'ai déjà fait des... et ça m'intéresse ce genre de... Oui, je te vois captivé depuis tout à l'heure. Non, parce qu'en fait, je suis diabétique, sous pompe. Et je fais des analyses, je fais des trucs comme tout le monde et tout ça. Mais ça marche mieux quand j'écoute mon corps et je vois les énergies. J'ai vu des énergiteurs, guérisseurs, magnétiseurs et tout ça. Ça a marché plus et mieux que les... Je veux dire moi, parce que je suis plus réceptif. C'est pour ça, là, il est en train de parler. Ça me... Je sens qu'il y a pas mal de personnes qui vont prendre ton numéro de téléphone après l'émission. Moi, le premier. Est-ce que tu peux agir sur les insomnies, par exemple? Ouais, tout, en fait. Tu peux tout faire. D'accord. Kamel, je sais que tu as beaucoup de questions à poser à Hicham. Doucement, Kamel, s'il te plaît. Je vois qu'il y a un grand... Hicham, Kamel, c'est le méchant de l'équipe. Hein. Mais juste avant, oui. Kamel, oui. On a reçu un SMS du Maroc, de Yazid. Je ne dirai pas son nom de famille pour la confidentialité. Et ça peut être une réponse sur laquelle vous pouvez lui apporter. Alors, bonjour, je me permets de vous joindre car j'ai de la peur dans le cœur et des versets coraniques qui me torturent. Certains me disent schizophrène, mais je ne sais pas, je ne pense pas. Et mon père et ma mère sont malades. Et d'autres, s'il vous plaît, je viens vers vous avec une intention sincère. Donc, lui, c'est pas un schizophrène en fait. Je sais pas, en tout cas, c'est Yazid qui a envoyé un message. En fait, quand il écoute le Coran, il se sent pas bien, c'est ça qu'il dit. Hein. Oui, je pense que c'est ça. Oui, donc, lui, il y a beaucoup de... Comment on appelle ça? Allez, je sais pas comment le dire. En fait, soit il est très spirituel. Il est très spirituel, donc il est habité par quelqu'un. Donc cette personne, une fois qu'elle entend le Coran, il n'est pas bien. Mais et toi, Hicham, est-ce que tu guéris ce genre de choses? Alors je vous explique. J'ai eu pas mal d'histoires avec ça. Oui. Donc en fait, mon énergie, on la sent. Donc je rentre dans une pièce, s'il y a une personne qui est spirituelle, qui est habitée par un djinn, comme on dit, avant que j'arrive dans le truc, ils sentent cette énergie-là. Donc ils sont mal. Par exemple, toi, tu es habité, tu es devant moi, tu n'es pas bien. Comme moi. Genre, tu es en train de confirmer ou... Ah non, mais tu me donnes un exemple ou tu confirmes? Un exemple. Et j'ai eu ça même pendant un live sur Instagram. Donc il y a une dame à qui j'ai soigné son genou. Et d'un coup, il fait aïe, 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 aïe. C'est comme si quelqu'un en fait attrapait son bras. Il me dit j'ai mal. Arrête, c'est bon, arrête. Il me dit c'est pas moi qui le parlais. Je lui dis madame, je vous ai déjà dit, si vous avez ce genre de trucs, de choses, ne venez pas à mon live parce que c'est une énergie que je dégage. Cette énergie, moi-même, je ne sais pas vous l'expliquer. Si je vous l'expliquer, je vais mentir. Donc je sais que c'est une énergie très forte et j'ai déjà vu pas mal de choses. Ouais. Donc ce monsieur, il doit juste aller voir un imam et qu'il peut le libérer de ce qu'il a. Et en général, tu peux guérir quoi? Des noms de maladies, des maux de tête, migraine, migraine. Même un naft, je peux te l'enlever. Un naft. Insomnie, j'ai fait, ouais. Aft. Même un naft, quand tu as un naft, t'es à côté de moi, tu n'arrives pas à manger, tu me dis non, j'ai trop mal, je te regarde, tu manges normal. J'ai fait de l'herpès jusqu'au cou, je l'ai enlevé en live, 10 minutes.
Je sens que Kamel El Traïra a envie de parler depuis tout à l'heure. Je vous laisse, parce que vous êtes tous attentifs, vous êtes tous éblouis, donc je vous laisse, vous êtes des fans. Donc non, j'ai pas ma place. J'ai pas ma place ici. C'est que vous êtes que des fans. Non, moi je suis pas fan, je découvre, c'est la première fois. Je retire mon casque et puis je vais essayer de capter toutes ces énergies positives et vous regardez, vous écoutez. Alors à t'entendre. On n'a plus besoin de docteur, c'est incroyable. Alors à t'entendre, tu n'es pas d'accord et tu ne crois pas ce que. Il faut pas mélanger. Il y a une. Comme on dit sinon. Il y a un moment donné. Traduction s'il te plaît, parce que moi je suis pas encore à couper. Allez, coupe, ok. Alors, il arrête quand même. Alors voilà, donc je ne vais pas casser l'ambiance non plus. Mais non, mais vous savez, il y a la vie, le contre-avis. Il faut de tout pour faire un monde, c'est pour ça qu'on m'invite. Sinon, si c'est pour manger dans la même assiette que tout le monde, ça ne m'intéresse pas. Oui. Donc voilà, donc moi je suis qui est des énergies, etc. Ça c'est pas nouveau. La Terre est une énergie, le Soleil est une énergie. Donc on est tous quelque part, on a tous un lien avec l'énergie. Hein, un lien avec de l'énergie, c'est un fait indéniable. Ça, dire le contraire, ça serait mentir. Hein, les marées, etc. On est fait d'eau à 95%, donc automatiquement, on sent les choses. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour le savoir. Maintenant, ce côté guérisseur, etc., moi, c'est comme tout. C'est comme les médiums, etc. On l'a bien compris la semaine passée. Oui, c'est-à-dire que tu joues sur un sentiment d'échec des personnes. Oui, la souffrance. La souffrance, ils sont au bout des choses. Le désespoir. Le désespoir, ils sont au bout des choses, ils n'y arrivent plus. On leur dit que les médicaments ne font plus, etc. Donc regardez, en médecine, c'est simple. Comment ça se passe? Je vais vous donner juste un exemple. En médecine, des médecins, ils ont fait des études. Il y a des gens, ils sont malades, ils ont mal, ils sont vraiment malades. Hein, ils sont vraiment malades. On leur injecte des médicaments. On leur dit, ce médicament, il va vous guérir. C'est un nouveau médicament, on vient d'avoir. Et la personne, au bout d'1 heure, 2 heures, elle guérit. Elle se dit, ah ça, j'ai plus mal. Et en fin de compte, en plus, ce qu'ils ont mis, les médecins, c'est pas un médicament, c'est de l'eau. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. C'est l'effet placebo. Donc ça veut dire que dans sa tête, la personne, elle se dit, j'ai mal alors qu'elle a pas mal. Donc on lui fait croire que le médicament va la guérir et automatiquement elle se dit tiens, je suis guéri. Maintenant, par rapport à toi, Hicham, moi j'ai vu, tu es quelqu'un qui a du charisme, tu es quelqu'un qui est très convaincant. Peut-être que tu as un don, je ne vais pas dire que c'est pas possible, mais là où j'ai l'impression que ça va trop loin, c'est quand tu dis, et moi personnellement tu te mets en difficulté, quand tu dis que je guéris à travers des SMS, je guéris à travers des moi, lives, en fait, je me suis retrouvée dans ces lives. Hein, non, mais je veux dire qu'à un moment donné, que des personnes aient des énergies, je veux bien le croire. Hein, quelqu'un qui te touche, tu vas sentir quelque chose, etc. Je veux bien le croire. Mais de là à guérir d'un SMS, etc. Non, je peux pas être aussi. Sinon, si je crois à ça, je vais directement me faire. On peut le faire en direct, peut-être que tu feras changer d'avis. Et tu as dit, excuse-moi, je terminerai sur ça. Tu as dit dans une de tes interviews, c'est un don que Dieu m'a donné. Comment tu as su que c'est Dieu? Moi, je suis croyant. Oui. Ok, t'es croyant. Bien sûr. Justement. Je peux être chrétien, je dis, ouais, c'est voilà. D'accord. Vous savez, il y a Jésus aussi, avec tout le respect que je dois à tous les prophètes. Hein. Jésus aussi était guérisseur. Hein. Au début, comment il a convaincu les gens. Tu sais qu'au 4e et 5e siècle avant Jésus-Christ, des prophètes et des soi-disant des gens qui se sont réveillés et qui ont dit j'ai un don, je suis un prophète de Dieu. Il y en a eu des milliers et c'était des charlatans. Donc à un moment donné, comment se dire que j'ai un don de Dieu? Je veux dire, pour moi c'est prétentieux. Parce que peut-être qu'il voulait dire Kamel, attention. Kamel, attention. Voilà. Hicham, est-ce que tu peux lâcher l'énergie négative sur Kamel? Non, j'ai compris en fait ce que Kamel dit. Quand il dit, parce que moi-même au début je croyais pas quand je dis par SMS ou même en live, je croyais pas non plus au début. Mais quand j'ai rencontré ces gens-là devant moi, mais que je peux le faire même maintenant devant toi, je rentre dans mon Instagram, il y a plein de gens qui m'écrivent. Je continue juste à écrire avec eux et je dis ouais t'as mal, oh hop, qu'est-ce que tu sens? Et tu vas voir ce qu'il écrit. Il y en a qui font les grands. C'est ces outils. Écoute, c'est 2.0 maintenant, ça marche. Écoute. Mais sincèrement, excusez-moi, malgré tout le respect que je vous dois, oui, mais c'est normal. C'est normal. Nos chers auditeurs, si quelqu'un d'entre vous, quelqu'un peut vous guérir via un SMS, il faut être vraiment crédule quand même. Et vous êtes un mais il y a les coupeurs de, je sais pas comment on appelle, les coupeurs de feu et tout. Apparemment, ils guérissent par téléphone et SMS. Oui, bien sûr. C'est tout à fait normal. Apparemment, je ne sais pas. Ta réaction est tout à fait normale. Il y en a, ils t'envoient un téléphone et tu deviens riche, tu deviens le plus fort du monde. Non, ceux-là, on ne les a pas encore. Soyons sérieux.
ta réaction est tout à fait normale. Bah, c'est normal, je suis quelqu'un de très... C'était la même réaction que moi. Voilà. C'est pour te rassurer. Calme-toi. Moi-même, jusqu'aujourd'hui, je suis épaté parfois comment j'y arrive à faire ça. Je vais pas te dire je suis Dieu. Non, j'ai jamais dit ça. Non, mais je te dis, moi je te le dis. Je t'explique ce que je fais et que je peux le prouver. Donc j'ai même des gens que j'ai traités, qu'on a les analyses avant et on a les analyses après. J'ai même des avis des médecins qui m'envoient un mail. Comment vous avez fait, monsieur? Donc c'est pas compliqué. Là, j'ai une douleur au cervical récurrente. Voilà. Tout le temps. Donc, Il va t'envoyer un SMS, il va te guérir. ouais, mais c'est normal, ta réaction est tout à fait normale. Je Non, mais je veux respecte. dire, à un moment donné, Je Moi, respecte. moi, j'ai été d'accord avec toi jusqu'au moment où tu m'as sorti les SMS. Ah parce bah, on que le fait, on essaie. je suis vraiment... Moi, Ouais, il y a- moi- il y a- Il est pas Kamel, le non, seul. mais en fait, je pense Alors- qu'il y a un problème un phénomène de rationalité. C'est-à-dire que Kamel est dans une, est assez très terre à terre, Voilà. assez exactement. rationnel, Ouais, et ce qui c'est fait tout. que, comme on dit chez les chrétiens, il est un petit peu comme saint Thomas. Il ne croit que ce qu'il voit. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Donc après, maintenant, il a ses croyances. Ouais, mais c'est ce que je il a dis. ses Je croyances. dis, voilà, moi je Voilà, dis ce c'est que ça. je fais. C'est son droit de dire. C'est Non, son j'y droit. crois pas. Oui, c'est ça. Voilà. Non, il dit aussi, alors les médecins existent pourquoi? Alors je vais t'expliquer. Le Charlie Goldsmith, par exemple, on l'a invité en Australie. Il allait dans des hôpitaux ou des cliniques. On lui dit quand on a des cas, nous, la médecine, il n'arrive plus à rien faire. On va voir ce que toi tu peux faire. Il y a des articles, là, je te les sors. Hein. Alors le gars, il agit sur ses malades et ils ont vu qu'il y a une évolution. Il y a certains qui se sentent même mieux. Il y a tout est écrit scientifiquement. On a même fait des études sur le Reiki, les gens qui traitent avec le Reiki, sur des patients. Donc il y a des résultats vraiment phénoménaux. Oui, mais il y a patient et patient. Après c'est non, comme non. je dis, c'est comme l'effet placebo en médecine. Non, ok, La personne on parle de placebo. Non, mais je vais t'expliquer. C'est comme une personne qui va voir un voyant, un médium. Au fond de lui-même, déjà, il y croit. Moi, j'y Donc, crois pas. En fait. Non, mais toi, pas toi, voilà. Moi, je veux dire, t'es comme moi. Mais je veux dire, il y a un moment donné, quand tu vas voir un voyant, automatiquement, t'es une proie facile parce que tu y crois. Tu dis, voilà, elle va me trouver. Elle va lui poser n'importe quelle question, n'importe quelle chose. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Zino Touafar, tu voulais intervenir? Vas-y, Non, moi, c'est juste pour... au moment où ça fait du bien, c'est déjà pas mal. Exactement. Donc après, ça vient Voilà. d'où? Qu'il a eu de Dieu ou de C'est je vrai, sais pas franchement, où. c'est- Si Exactement. même les voyants et les médiums, depuis tout à l'heure, vous êtes Ça en fait train pas du de- bien, les médiums. Ça fait pas du bien. Non, ça faux. c'est votre conviction faux. à vous, mais après par rapport à l'humain, c'est de la psychologie aussi. Si ça nous fait du bien, ça fait du bien aux gens qui vont voir les charlatans ou les guérisseurs ou les X ou les Y ou qui vont aux synagogues ou aux mosquées, ça leur fait du bien. Ça nous fait du bien. Pour moi, on ne cherche pas la source. Zino, Donc il a le temps, comparez le pas don les et le les talent mosquées, de guérir les des gens. mosquées Ça et leur les fait du bien, médiums. c'est génial. Et même par texto 2.0. Ne faut pas confondre. Non, je suis d'accord avec Apparemment, toi. Zino, mais- il aime bien les textos Ah, il aime bien les textos, 2.0. ça va, c'était bien le 2.0. Je veux dire, il y a- non, Parce il qu'on y a- va pas trouver la source. On va en parler pendant des heures, Oui. on va pas, on sait pas. Non, mais il n'y a pas. C'est Mais les médecins cherchent la surnaturel. source. Si je vous montre des vidéos de Charlie Goldsmith avec des médecins, ils disent we know that it works, but we don't know how. On dit on le voit. Mm. Parce qu'ils l'emmènent à l'hôpital. On sait très bien que les Américains, c'est des spécialistes Non, de non, ça, non, non, de non. l'art. Mais non, Toutes mais les histoires qu'il y a avec les mais Américains, non, on sait mais très non. bien, c'est Mais spécialiste de ça. Hicham, maintenant tu voyages un peu partout dans le monde, hein. J'essaye, ouais. Que ce soit aux États-Unis, oui, les pays de l'Est, etc. Et des fois, tu fais des lives le soir je fais des sur lives tes tous les réseaux soirs, sociaux. ouais. D'ailleurs, tu es suivi par des milliers, une centaine de milliers, il me semble, J'ai 82 000. Ouais. 82 000 followers sur Instagram. Et souvent, le soir, tu fais des lives. Pas pareil, c'est retirer la douleur, comme il a dit. C'est parce qu'il y a un moment donné, c'est simple, parce qu'il faut dire que quand vous Et les hypnotiseurs aussi. vous avez une douleur dans le corps, Mhm. vous prenez des anti-inflammatoires, ce qu'on appelle des opioïdes. D'accord. Il y a un moment donné, votre corps, quand vous les prenez au début, il y a un effet, parce que votre corps ne s'est pas habitué. Mais au bout d'un traitement d'1 an, 2 ans, 3 ans, l'opioïde, il fait plus aucun effet. C'est-à-dire, il y a plus, votre corps s'est habitué à ça. Moi, je fais Donc- mieux qu'un anti-inflammatoire. Donc ça veut dire que vous êtes obligé de passer comme aux États-Unis ou dans d'autres pays, ils sont obligés de passer aux opiums, aux drogues dures. Mais ça c'est une réaction normale du corps. Donc ça veut rien, c'est truc. Maintenant après, les guérisseurs qui retirent, oui, qu'il y a une chaleur humaine, etc., dites oui, peut-être, il n'y a pas de problème, on peut y croire, parce que comme j'ai dit, tout est énergie. Mais là où je tombe des nues, excusez-moi, même si je passe pour le méchant, SMS. J'ai envie de Mais dire- pas avaler. ça veut dire, imaginez-vous, voilà, on va être cartésien, hein, mesdames, messieurs qui nous écoutons et autour de ce plateau. Imaginez la force d'un homme ou d'une femme qui, à travers
un téléphone portable, par le biais d'un SMS, arrive à vous guérir. Imaginez si vous rentrez dans la même pièce que lui. C'est comme Dragon Ball Z. Ça veut dire qu'il a la boule de feu et c'est incroyable. 2 secondes, juste 2 secondes. Comment on arrive à croire qu'une voix arrive à notre... par le téléphone? Même à l'époque, quand il y avait le téléphone avec le fil. C'est un son. C'est un son. Non, c'est quoi ça? Oui, mais c'est un son. Non, mais dites-moi. Mais c'est un son. C'est pareil. Hein. Mais c'est pas une énergie. C'est son énergie. C'est sa connexion. Est-ce que vous connaissez l'énergie d'abord? C'est quoi l'énergie? Mais c'est une énergie. Non, c'est quoi cette énergie? Mais si, c'est tout. Non, vous devez me l'expliquer cette énergie. Non. Une énergie, c'est. Non, je parle pas d'énergie d'électricité. Je parle d'énergie qu'on a dans le corps. C'est quoi? Expliquez-moi juste, c'est quoi une énergie? C'est une vibration. C'est une vibration. C'est quelque chose qui va faire tout. Donc l'énergie, le son, ça reste un son. Non. Ça reste un son, c'est pas une énergie qui va nous guérir. Non, mais comment il arrive ce son dans l'air et tout? Il arrive à nous. Il arrive à nous. Je suis au Japon, vous êtes à Paris. Un satellite. 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 Lui, il a la nature. Il a l'énergie qui vient de je sais pas d'où. Exactement. C'est surnaturel. Peut-être ça nous dépasse. Peut-être ça dépasse nos esprits. Mais au moment où il fait du bien, c'est que ça fait du bien. Je vais l'expliquer en 2 mots, il va comprendre. La physique quantique, c'est très... Je vais l'expliquer. Elle a dit quelque chose tout à l'heure. Moi, je vais l'expliquer en fait comment j'agis sur les gens. Exactement. Tout à l'heure, elle a parlé que notre corps, elle avait 80% d'eau. Exactement. Alors, tu me ramènes une bouteille d'eau, je la touche avec mes mains, elle n'a plus le même goût. Tu y crois ou pas? Je sais pas, j'y crois pas. On essaye. On est là pour essayer. Ça va loin. Moi, je vais chercher de l'eau. Si on essaye, après, on en essaiera. Alors, je t'explique. J'ai fait ça avec une chercheuse scientifique. Tant que j'agis sur l'eau, elle change. J'ai des analyses, je te les montre tout à l'heure, qu'on a fait avant que tu la touches et après. Tous les paramètres ont changé. L'eau, elle devient alcaline, ok? Un corps qui a trop d'acide lactique, elle est malade. Ouais. Alors moi, quand j'agis sur ton corps qui fait 80% d'eau, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de choses qui changent. Et je peux même faire appel à des gens qui vont dire ce qui s'est passé après, avant et après leurs analyses, qui ont des maladies graves. Et que même les médecins n'ont rien compris. Ok? Tu vois ce que je veux dire? Peut-être. Là, il commence à... Non, c'est pas grave, tu vas boire l'eau. Après, voilà, ça me convainc pas. Et c'est pas pour ça que je remets en cause s'il a des dons, tant mieux pour lui. Mais moi, ça me convainc pas, c'est tout. Et tant mieux pour les gens qui souffrent et qui réussissent à se... On va pas chercher à dire tant que ça fait pas... Non, mais tant que ça fait du bien. Ça fait rien de mal. Mesdames et messieurs, vous qui nous écoutez, s'il y a quelqu'un d'entre vous qui a déjà profité des services ou qui a été guéri par Monsieur Hichem Idel Kaïd, n'hésitez pas à nous envoyer des SMS au 07 71 59 62 68, je répète 07 71 59 62 68, ou via WhatsApp au 0033 7 61 59 62 68. N'hésitez pas à intervenir pour dire oui, on a fait cette expérience avec lui, oui, on a été guéri ou pas. Et puis, ou si vous y croyez ou pas non plus, si vous êtes comme Monsieur Kamel Ait Khaira. Non, lui, il y croit, mais jusqu'à la SMS, non. Ouais, les SMS. C'est ça, j'y crois. J'ai envie d'essayer ce truc des SMS. Non, je sais pas pourquoi. C'est vrai, mais SMS, c'est quand même waouh. J'ai envie. Non, c'est waouh. J'ai envie. Je veux bien qu'on s'adapte à la technologie, mais waouh, c'est comme ça. Alors, je vous explique, monsieur. Kamel, tu peux m'appeler Kamel. On peut mieux travailler sur une photo. Ok? Ça va loin. Parce que imagine-toi. Moi après je suis quelqu'un de pragmatique et je suis quelqu'un de logique. Imagine-toi la force d'un homme qui peut travailler par SMS. Il t'envoie des ondes positives. Tu es à 1000 km d'ici, ton énergie elle est fantastique. Et tu penses quoi alors de ces ces patientes qui les appellent des quatre coins du monde? Enfin, je veux dire, il se déplace, il se déplace même un peu partout. Genre, j'ai suivi mais excuse-moi, je vais et c'est pas dirigé contre toi parce qu'on va après moi je passe toujours pour le méchant etc. Mais j'essaie d'être celui qui a le plus les pieds sur terre. Mais comment ça s'appelle tu vois, j'ai perdu mon mot, les crédules, il y en a des millions, des millions des crédules dans le monde. Que ça soit les crédules au niveau de la médiumicité, crédules au niveau de je sais pas quoi, la crédulité elle est partout. Regarde dans la presse, on va vous vendre un petit médaillon qui va vous donner de la chance. Combien de personnes achètent? Il y en a des millions qui achètent. C'est pas la même chose. Non mais je veux dire, on joue sur la crédulité des gens, c'est-à-dire les gens ils sont dans une telle souffrance que n'importe quoi ils y vont et ils y croient. Oui. C'est ça le désespoir. C'est ça la vérité. C'est ça que je veux dire. Il y a des gens sur qui ça marche pas. S'il leur donne de l'espoir. Il y a des gens sur qui ça marche pas, attention. Oui, peut-être, oui. C'est comme un antidépresseur.
Il faut être réceptif. Il y a un antidépresseur, je vais te donner à toi. Je voulais juste signaler à ceux, parce que quand on était hors antenne, mesdames et messieurs, monsieur Hichem Idel Kaïd a guéri ou a tenté de guérir Achille qui n'arrive pas à marcher. Il utilise des béquilles. Et là, on voit que les béquilles sont posées sur le mur. Et pour être honnête, Achille a commencé à marcher. Il a dit qu'il sentait une chaleur, effectivement, et qu'il se sentait mieux. Ouais, voilà, vrai, Achille l'accepte. Oui, c'est vrai. Même là, je suis assis. C'est vrai que je ressens pas la même douleur, quoi. C'est pas. En fait, c'est peut-être psychologique. Après, il a essayé pour être objectif. Je savais qu'elle était terre à terre. Hein, ça. Je le voilà, sens. Ça Tu sais quoi, je le sens. Je vais l'expliquer. Écoutez-moi. Ça n'a pas marché sur. Écoutez-moi, il y a un moment donné. Kamel. Je suis d'accord avec vous. Il y a un moment donné, d'accord, la crédulité, elle est bien. D'accord, les gens, ils sont crédules, etc. Bon, pas Achille, parce que je sais que j'étais là, j'ai vu Achille, peut-être il y croit. Il est plus réceptif. Mais moi, la force, ça serait quoi? La vraie force de l'énergie, soi-disant, du don. C'est que ça marche sur quelqu'un qui n'y croit pas. Et là, faire croire à quelqu'un qui n'y croit pas, c'est la plus belle des forces. Justement, si tu as vraiment cette énergie, si tu as cette énergie, moi j'ai des problèmes de dos sans rentrer dans ma vie privée. Si demain il me guérit du dos, je serai son premier commercial au monde. Voilà. Donc à un moment donné, faire croire à quelqu'un qui y croit déjà, c'est facile. Laisse-lui une chance. C'est un supporter, on appelle ça des supporters. Voilà. Hichem, on sait. Moi, c'est une question un petit peu. J'ai envie. J'adore les challenges. C'est un défi. J'adore les challenges. J'adore les challenges. Vous savez, c'est un peu comme quand on dit toujours il faut s'entourer de gens positifs. Parce que plus tu as de gens qui sont positifs, qui sont joyeux, tu dis ça pour moi, Achille? Non mais, non. Je dis, ça indirectement, ça influe sur notre attitude et notre comportement. Automatiquement, on est joyeux et autres. Et si on s'entoure de gens qui sont aigris, qui ne sourient jamais, qui passent leur temps à se plaindre, indirectement. Pourquoi tu parles comme ça de Kamel? C'est pas gentil. Je n'ai pas parlé de Kamel. Même si mon ami Achille parlait de moi ou faisait passer un message subliminal, le problème c'est quoi? C'est que j'en voudrais pas parce que c'est mon ami. Et pourquoi? Maintenant, si on est dans un pays ou dans une vie de béni oui, où la contradiction est considérée comme quelqu'un qui est aigri, il n'y a pas de problème. On va tous dire oui, on va créer des sectes et tout le monde va avancer parce que si on est contre ça, ça va être pas bon. Moi, je serai toujours dans la contradiction. Je suis comme saint Thomas, tu l'as dit, je crois ce que je vois. Pourquoi? Parce que c'est des sujets qui sont très sensibles et qui jouent sur le malheur des gens. Point barre. Si on n'est pas d'accord avec moi, tant pis. Moi, je suis un humaniste. Je pense aux gens qui souffrent et si on leur donne vraiment une vraie... On leur retire la souffrance, je tirerai mon chapeau et je serai j'irai en croisade pour ces gens. Mais il y a un moment donné, il faut arrêter parce qu'on a vu les drames que ça gendre, aussi bien dans les gens qui se disent médiums que les gens qui se disent au saut et qui ont des dons. Voilà, j'y crois pas. Moi, je suis un croyant, il n'y a que Allah. Et s'il y a un don, c'est le don de vie et de mort et c'est lui qui l'a et personne n'a. Hichem, tu viens d'arriver du Maroc. Je t'ai dit, si tu avais ramené des petits gâteaux, des petits trucs, ça serait mieux passé. Non, mais après, ça n'empêche pas que Kamel n'est absolument pas aigri, il n'est pas méchant, c'est juste quelqu'un qui a des convictions et qui défend ses convictions avec beaucoup de panache, d'enthousiasme et puis de ténacité. On adore l'énergie de Kamel. Même si c'est une mauvaise énergie, on l'adore. Mais c'est elle est mauvaise, c'est ton énergie. J'ai l'impression que quand on est dans la contradiction, on est mauvais. La preuve, vous m'avez surnommé le diable. Non, j'ai rien dit moi. S'il faut être un béni oui, il n'y a pas de problème. Allez, on va entendre. On ira sur Radio Courtoisie. On va passer à autre chose. Monsieur Hichem Idel Kaïd va rester avec nous le temps qu'il veut. C'est un métier qu'elle faisait avant, mais elle ne comprenait pas ma démarche, que moi, ma démarche était plus artistique que suivre l'industrie comme elle faisait, chose qui était très difficile pour elle en tant que femme de l'époque. Elle a commencé dans les années 70 jusqu'aux années 2000 et elle voulait pas que je repasse par là. Mais moi, à l'époque, je comprenais pas trop. Plus tout le poids de la société où, bien sûr, elle, quand elle va au mariage, on va lui poser une question, on va lui dire oui, ton fils fait quoi? Elle aurait aimé dire avocat, médecin ou ce qu'on veut. Oui, c'était difficile. Et du coup, son côté dur, c'était là. En fait, elle n'arrivait pas trop à me faire passer le message. Mais moi, je l'ai compris bien après. Mais elle était courageuse. Elle m'a soutenu à sa façon. Et elle était très courageuse déjà par
le fait de me voir le faire et insister pour le faire et à me garder auprès d'elle. Parce que voilà, si on commence à rentrer dans les détails, c'est quand même des sujets où chez nous, c'est un peu tabou, on ne peut pas carrément, c'est interdit. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, elle a changé d'avis? Oui. Ouais. J'ai fait du chemin, je pense à un moment, c'est moi, elle cède. Mais aujourd'hui, elle est très fière et puis elle voit que maintenant, le monde change, les gens changent aussi. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a l'émission que j'ai pu faire avec Monsieur Elissab qui a quand même changé pas mal de choses pour moi en Algérie et pour elle aussi, parce qu'elle a vu le feedback des familles, des gens qui maintenant laissent leurs enfants garçons faire ce métier. Quand même, c'est quelque chose, on a quand même réussi à un peu changer, et elle et moi, par sa présence à l'émission, à changer un peu les mentalités. Ça reste quand même difficile, mais il y en a de plus en plus, c'est génial. Et du coup, voilà. Donc pour moi, maintenant, elle est fière, elle m'accepte pleinement, elle m'encourage. C'est vrai qu'elle te donne des conseils? Oui, pas des conseils, non. Elle critique. Ah, critique. Elle, pour elle, c'est... Donc si maintenant, elle sait que j'ai envie de le... Maintenant, elle sait que je le fais comme métier professionnel, donc pour elle maintenant elle va plus me critiquer, il faut pas faire ça, parce que comme elle connaît tous les rouages du milieu et de la technique, donc c'est plus si elle voit un pli ou quelque chose comme ça, elle est pas contente. Ah, c'est bien. Oui, Zinou, à l'âge de 18 ans, tu as créé ta première collection et tu l'as présentée à l'auditorium de l'ESTHB, ça s'appelle comme ça? C'est ça, en fait, c'était devant un public de 4000 personnes quand même. Alors l'histoire, c'est que j'ai eu mon bac à l'âge de 17 ans et du coup, ma mère, c'était ça le cadeau, c'était un ordinateur, une machine à coudre, donc histoire de... Voilà, en même temps, mais elle m'a envoyé faire technologie à Babzouar, c'est la plus grande université en Algérie. Sauf que moi, je voulais pas du tout, c'est pas mon truc, c'est pas mes délires, moi, les maths, la chimie, le physique, tout ça. J'étais artiste dans ma tête. Mais bon, je suis parti là faire cette université-là. Mais Babzouar était connu par plus le côté indolent, on flânait sur le gazon, et puis il y avait des clubs culturels, cinéma, théâtre, tout ça. Et moi, c'était plus les clubs culturels que les études. Ça fait quoi? C'était pas une responsabilité? Et du coup, c'est la première, c'est ces clubs-là qui m'ont permis de défiler aux fêtes de fin d'année de Babzouar. Et l'auditorium, quand même, c'est assez grand. Et il y avait tous les étudiants, pratiquement. Enfin, il y avait 3-4 000 étudiants à mon premier défilé là-bas. Il y a eu émeute. Et voilà. Ah ouais. On était en 2003-2004. Et c'est là, c'était le démarrage. C'est là où j'ai vu quand même... je ne vais pas dire un succès, mais c'était quelque chose de différent que les gens ont pris vraiment comme un... comment dire? On a respiré. On a vu quelque chose de bizarre. Et du coup, on a continué comme ça. Je suis resté que 2 ans là-bas. J'ai quitté très tôt après. Pour les Beaux-Arts. Heureusement, pour notre plus grand bonheur. Est-ce que tu penses que si tu étais resté en Algérie, tu n'aurais pas eu cette évolution? Moi, je ne vais pas dire Algérie ou X ou tel bled. C'est que pour moi, le travail d'un artiste, c'est l'enrichissement d'un travail d'un artiste, c'est par le voyage. C'est que de l'Algérie vers la France ou de l'Algérie vers je ne sais pas quel pays, ça allait m'aider de toute façon à évoluer, à affiner mon goût, à affiner mon coup de crayon, à voir les femmes autrement, à vouloir habiller toutes les femmes du monde, pas que les Algériennes. Et ça, c'était plus pour mon long voyage, pour être designer international et pouvoir voir ce que je fais sur les femmes du monde. Alors, tu vas m'expliquer un mot qui s'appelle l'mhediyet. Je sais que tu as un faible pour le style de... Mais j'ai pas compris, en fait. J'ai lu la... Mhediyet, mais t'as trouvé ça où? J'ai pas... t'as dit dans une interview sur Dziri ou Dziria. C'est loin, ça. C'est très très loin que tu avais un faible pour le style des femmes... vraiment des grands-mères algériennes, etc. On l'appelle comment ce style? Mhediyet, mhedjiyet? Ça, c'est chez vous, alors Annie. Non, pas du tout. C'était un lapsus quelque part de quelqu'un, mais... Du journaliste de l'époque. Ouais, alors, mais toi, ton style, c'est quoi? Le style algérien? Il n'y a pas... En fait, le style, c'est... Chacun a un ADN. Donc moi, je ne vais pas dire il y a un style algérien ou un style marocain ou un style tel... Après, bon, ne parlons pas du patrimoine et les costumes qu'on a qui représentent nos traditions. Mais moi, déjà, mon style démarre sur la première volonté quand j'ai eu cette envie-là de faire de la mode, c'était d'habiller les femmes et de les libérer. Parce que tout est venu de ma société, de ma famille, c'était plus social que artistique. L'artistique est venu bien après.
En même temps, Donc il y a mon trop de style est totalement contradictions. libre. Il y a une contradiction dans notre société, parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'elle mettait le haïk les femmes, et certaines catégories étaient dans les... Civilisé, comme on dit. Voilà, et l'autre, elle mettait des jupes courtes, hein. Des jupes courtes, elle allait au cinéma, vraiment des tenues hyper sexy, féminines. D'ailleurs, vous savez, comme le genre dans les films Abdel Halim, etc., les femmes arabes à l'époque. Donc il y a quand même Mais c'est ça aussi, parce que nous, par la colonisation, par les différentes civilisations qui ont passé par chez nous et tout ça, c'est pour ça, je te dis tout à l'heure, en fait, le style, c'est un voyage, c'est que nous, on a adopté pas mal de choses. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas appeler un style algérien, parce qu'on ne l'a pas. C'est que chaque Algérien a un style bien à lui. Et comme on a une richesse incroyable, donc on peut être francophone, arabophone, on peut être tout. Et du coup, chacun adopte le style. On a beaucoup de gens en Algérie qui s'habillent plus à l'oriental, au pays du Golfe. Et on a d'autres qui sont plus européennes. Et on a d'autres qui sont... Oui, et pour moi, ça, c'est une richesse. Oui, c'est un vrai mélange, c'est très cosmopolite. Mais vas-y. Une petite parenthèse, ce qui est important, parce qu'on parlait de modernité, etc. Mais ce qui est important, et j'aimerais... Comme dirait saint Thomas, remettre l'église au centre du village. Pour nos auditeurs, nos auditrices, et puis pour les autres. N'oublions jamais que l'histoire musulmane, tout ce qui est sorti de l'histoire musulmane, c'est ce qui est fait maintenant la vie occidentale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que, et je ne peux pas le dire à la radio parce que ça serait un terme vraiment très, très grivois, mais quand dans les pays musulmans, dans l'Empire ottoman, il y avait la médecine, ils faisaient des opérations, en Europe, au Moyen-Âge, ils guérissaient avec des sangsues. Donc vous voyez le décalage. Donc il y a un moment donné, quand on dit moderniser, etc., là, donc moi je pense qu'il y a un moment donné, c'est qu'on a une telle richesse au niveau de notre culture orientale qui est énorme. Et c'est important, tout ce qui est l'écriture, les mathématiques, la mode, la médecine, tout ça. Donc il y a quand même, faut bien se dire que tout ce qui est actuellement dans les pays occidentaux, ils l'ont pris quelque part. N'oublions pas que, oui, juste un petit exemple c'est de l'échange, culturel. Après, ils l'ont pris, ils l'ont pas pris. Non, mais je veux dire que si l'Occident connaît la civilisation grecque, c'est parce que les Arabes ont traduit tous les livres grecs. S'ils ne l'avaient pas fait, l'Occident n'aurait pas connu la civilisation grecque. Juste voilà, je termine ça, peut-être je suis en dehors du sujet, mais c'est important quand même. Non, c'est bien, voilà, pour rebondir un petit peu sur tout ça, quel regard, Zino, tu as sur la mode de manière africaine, en règle générale africaine, et étant donné que tu es algérien, quel regard tu as vis-à-vis de la mode algérienne en fait? La mode algérienne et africaine aussi, c'est super intéressant, parce que l'Afrique aussi, c'est... nous, par notre histoire, on a cette volonté d'exister plus que les autres, et d'être affirmé plus que les autres, et d'être vu et revu. Et du coup, la mode africaine et algérienne reste, j'allais dire, très ancrée dans l'histoire. On n'arrive pas à sortir de nos codes. Donc si en Afrique on porte le wax, en Algérie on porte le haïk, on n'arrive pas trop à montrer autre chose. Même maintenant, quand on voit les designers, que ce soit au Maroc ou en Algérie, les plus connus, c'est ceux qui font le traditionnel. Oui, et même pas côté business et économie, ceux qui font de l'argent, c'est ceux qui font du traditionnel et les mariages, etc. On n'arrive pas à montrer une figure internationale, libérée, qui veut... C'est ce que toi tu fais. Universel, voilà, tout à fait. Chercher le mot. C'est ce que tu fais. J'essaye encore. Vraiment, je suis à mes débuts. En fait, c'est ma voie que j'ai choisie et j'ai quand même quitté un confort incroyable parce que j'ai fait le choix de ne pas faire du traditionnel comme on dit, parce que pour moi, on a dépassé cette époque-là où il faut dire oui, on est là, on est les Arabes, on est là, on est les Africains, par notre wax ou par notre très communautaire et identitaire. C'est très beau. Ça fait partie de notre histoire, mais à un moment, c'est comme les gens qui font de l'initiative, et vont dire oui, c'est une bonne initiative, on va rester à l'initiative. Il faut passer à autre chose à un moment, à être confirmé par autre chose, par un vrai talent, par un vrai travail économique aussi, par l'industrie, par des choses plus palpables. Oui. Voilà, on croit à ce qu'on voit, comme il a dit. Et je suis plus là. Après, on est peu nombreux à fonctionner comme ça, étant africains et arabes, malheureusement, mais il y a certains Moyen-Orient qui ont réussi un peu, mais chez nous, en Afrique, on est encore un peu loin par rapport à ça. Et Zino, toi, tu as appris et tu t'es performé, tu as évolué auprès des légendes, de grands noms. Tu t'es retrouvé dans des maisons de couture prestigieuses, les plus prestigieuses au monde. Azzedine Alaïa, Givenchy, Louis Vuitton, etc.
Non, Elisab, il n'a pas travaillé avec lui. J'ai Mais fait on va l'émission, revenir. Oui, on va revenir à l'émission Ah oui. d'Elisab. Mais ça te fait quoi? Ça te fait quoi de travailler, d'apprendre dans ces... Qu'est-ce que ça a rajouté à ton parcours, je veux dire? La première chose, déjà, le luxe et ces maisons-là. Alors, c'est la... Ce que je voulais te dire, c'est comment tu t'es retrouvé là. Ah non, mais ça, Elle m'a c'est... déstabilisée avec sa question. Non, mais je vais te dire, Pardon. c'est pas par magie, hein, c'est Est-ce travail. qu'ils t'ont c'est repéré ou est-ce que... Alors non, le truc, la chose c'est que à Paris c'est un milieu très 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 bien, hein. La mode c'est quand même le pétrole d'ici. Oui. Et on a des agences qui nous représentent et qui nous placent selon nos casquettes et selon ce qu'on sait faire dans des maisons telles ce que tu as cité tout à l'heure. Et voilà, il n'y avait pas de magie en fait. C'était vraiment, tu fais le cursus normal, tu fais l'école, le master, les stages, le boulot. Et quand vous êtes embauché là-bas, vous n'avez pas le droit de dire que vous travaillez Non. pour tel ou tel. D'accord, vous devez garder le Justement, secret. tu m'as posé la question sur qu'est-ce que ça m'a apporté. Pour moi, la chose la plus importante et qui a changé carrément ma façon d'être, Oui. c'est que le luxe m'a appris la discrétion. Voilà. Et je viens pas de... Pourtant, L'humilité. la discrétion, tu vois quelle contradiction. Pourtant, le luxe, c'est quelque chose Parce de... que le luxe, Ah non, On est mais dans travailler dedans. l'exécution. Attends, mais Hannah, il faut faire la différence aussi. Entre- Moi, ce que je dis souvent, Oui. autant j'adore le métier, je déteste le milieu de la Ouais. mode. Et Parce qu'il y a le milieu et les métiers. Justement, C'est deux on sait choses, très bien que c'est un milieu difficile, il y a trop de coups bas, de trahison, etc. Comme la Est-ce chanson. que tu en as souffert, toi? Oui, tous les jours. Ah oui, Ça, tous les c'est comme dans tous les Oui, métiers mais c'est le milieu du travail, ça. Non, non, mais en même temps, déjà, c'est la mode. Mais là, c'est un peu plus accentué. Oui, mais on a tous vu le C'est film énorme. Le Diable s'habille en Prada. On sait que ils C'est sont monstrueux, sévères, ils sont Snob, impitoyables. Snob. on est inhumain, on n'est pas. Un, Mais les gens, un compliment est toujours voilà, suivi de il y a de les gens, il y a les gens du milieu, comme là tu parles le Diable s'habille en Prada, là c'est la presse de mode, donc c'est un milieu autre. Quand Ouais. on parle des gens, des métiers de la mode, il n'y a pas plus humble, il n'y a pas plus généreux, c'est des maîtres. Donc eux, ils t'apprennent la discrétion, le travail, la valeur des choses. Et c'est ça qu'on doit retenir de la mode. Parce que moi, maintenant, je reçois beaucoup de messages de jeunes sur Instagram, sur les réseaux. On a envie de faire de la mode, oui, mais quoi? Ouais. Il y a beaucoup de choses. Et après, pour devenir qui? Il y a beaucoup de choses. C'est comme on voit chez nous maintenant, les pseudo-créateurs qu'on a chez nous. Et tu sais très bien, voilà, Oui. quand on parle de notre milieu, on va parler un peu cru. C'est que tout le monde fait ça. Parce que c'est la tendance, il faut le faire. Et parce qu'on va être montré, vu par les télés, les réseaux, les machins. On n'est pas là pour montrer un savoir-faire, on n'est pas là pour partager quelque chose qu'on sait. C'est très... donc là, c'est pour ça que je te disais, autant j'adore le métier, parce que le métier m'a appris la générosité et la discrétion. Mais par rapport à la discrétion, moi j'ai eu aussi la chance de travailler dans ce monde-là du luxe. Et ma directrice me disait toujours, Kamel, dans la vie, et c'est particulier Oui, aussi après, ça au se luxe, reflète sur voilà, la ça vie. se reflète sur la vie, mais c'est particulier au luxe, hein, parce que c'est comme tu as dit, c'est très confiné. Tu vois, elle disait, dans la vie, et comme dans le luxe, plus t'en as, moins tu montres. Et moins t'en as, Exactement. plus tu montres. Absolument, C'est c'est vrai. ça. Ouais, c'est ça. Zino, ton voyage à Beyrouth pour participer à l'émission Fashion Designer, Project Runway. ok, avec Elisab. Ça fait plus stylé comme ça avec l'accent américain. t'as vu? Ouais, après, Non, parce que l'émission... oubliez mon non, anglais. non, non, Justement, il faut- c'est ça il faut- tu vois, il faut le souligner choc, que- le choc des cultures. tu Non, vois, c'est il quand- faut- au il lieu faut de le dire en souligner- français ou en arabe, on va le dire en américain, ça Non, fait non. plus. Et c'est ça, Non, non, mais parce que- et je t'avais c'est sur ça, c'est ça qui est énervant dans le milieu de la mode, c'est que au lieu de parler français, ils vont tous te parler avec des mots ASAP, etc. Ah. pour se donner un genre, tu vois, et c'est ça qui est assez Non, énervant. moi je le fais pas. Mais Non, après, pas moi, toi, c'est juste, je souligne. Moi, je le fais, souligne. si Je vous voulez. souligne juste parce qu'en fait, elle parle d'un programme c'était une plaisanterie, Oui, un ça plaisant. s'appelle comme ça. Elle parle d'un programme de télévision qui est connu et c'est une franchise. En fait, Mondialement, on a mondialement racheté connu, la version new-yorkaise, le Moyen-Orient avec Elisab, ils ont repris le concept, ils ont fait la même chose. Donc il faut qu'on dise que c'est. Il y a pas- Voilà. Et ça t'a fait quoi? Qu'est-ce que ça a Ça m'a rajouté? détruit. Est-ce que tu avais peur? Est-ce que tu stressais d'autant plus que Ah oui. parmi les membres du jury, le designer Elisab qui est une légende maintenant Oui, vivante. en fait, l'émission, c'était plus. Je l'ai faite parce que je voulais voir à quel point je pouvais me surpasser Mhm. en tant qu'humain déjà, parce que quand même les productions, les téléréalités, c'est quelque chose de très très difficile et même sur le plan psychologique, c'est pas rien.
Après, le côté compétition et concours autour de la mode, pour moi, c'était secondaire. Parce que je pense, et c'est mon avis, quand on crée et on propose quelque chose au public, on n'est pas sous jury toute la vie et dans la vie. Parce que chacun a sa vision de la chose, que ce soit photographe, que ce soit artiste peintre, couturier, etc. Donc moi, je suis un peu contre les concours. Donc j'ai fait plus l'émission pour mon côté... voilà, je me sentais un peu feignant à l'époque et tout ça. Je produisais pas trop et l'émission est venue. J'ai dit pourquoi pas. Et je vais voir un défi. Et c'était une émission de défi de toute façon. Est-ce qu'il a été dur, Elisab, ou est-ce qu'il a été... Écoute, comme les créateurs, si tu compares, créateurs libanais, arabes, Elisab avec les grands créateurs ici parisiens. Est-ce qu'il y a une différence dans le comportement? Tu disais que ici les Européens, ils apprennent le... lui, il a été ce qu'il a été. Moi, j'ai tout le respect pour lui. Et puis on arrête là. Je peux te donner une anecdote par rapport à ton expérience. Tu as dit que c'est grâce à ta maman, parce qu'elle a travaillé dans le milieu de la mode, du prêt-à-porter. Hein, c'est l'industrie. J'ai pas dit grâce à ma maman. Oui, j'ai dit par maman. Pas à maman, mais bon, c'est grâce aussi, parce que tu as vécu dans ce milieu-là quand même. Après, on peut jouer sur le mot, mais de toute façon, sur ça, on pourrait passer beaucoup de temps parce que je les maîtrise bien. Donc, tu as dit, grâce à elle, tu as vécu dans les usines, dans les étoffes, etc. Et tu sais que tu as le même parcours qu'un très très grand couturier. Yves Saint Laurent? Non, l'un des plus grands couturiers avec qui j'ai la chance d'avoir. Karl Lagerfeld? Non, du même niveau. Qui a eu la même expérience que toi, c'est-à-dire que... Jean-Paul Gaultier. Gianni Versace. Gianni Versace, il vivait dans un petit village de Calabre, et c'était sa maman qui était couturière, qui travaillait pour les industries de prêt-à-porter. Tu savais ça? Et accusait toute la journée, et lui, il a été dans ce milieu-là, et après il a aidé sa maman avec la machine à coudre, et c'est comme ça qu'il est devenu un train. Je te souhaite la même carrière. T'as vu, Kamel? Pas la même femme, j'espère. Non, pas la même femme, la même carrière. Toujours le côté négatif, moi je suis positif. Moi je suis positif. C'est la pour une fois. Mais je te souhaite la même carrière. Franchement, ça fait plaisir. Par contre, toi, tu te retrouves, c'est-à-dire si tu ne ressemblais pas, on va dire, si tu n'avais pas des points en commun avec Gianni Versace, est-ce que tu te vois un peu comme Yves Saint Laurent ou un peu... Parce que moi, je trouve une ressemblance carrément avec Yves Saint Laurent. Oui, ressemblance physique, mais après, j'ai jamais été... En fait, je vais te faire une confidence là, parce que moi, j'ai pas, par exemple, on va parler de quelque chose autre. J'ai pas d'idole dans la musique, j'ai pas quelqu'un que j'écoute, je suis pas fan. Ce mot-là, être fan de quelqu'un, je l'ai pas, en fait, par peut-être manque de culture ou manque d'éducation dans ce... Je l'ai jamais eu. Et du coup, pour la couture, pareil. Donc, après, c'est des personnages qui m'intéressent plus que leur travail, par exemple. Si on parle de Karl, c'est plus le personnage qui m'intéresse, c'est pas le travail. Après, si on parle de Saint Laurent, c'est le travail plus que le personnage, parce que le personnage m'angoisse un peu. Donc j'ai pas un ou deux, donc je me vois en aucun d'ailleurs. Et même moi, je suis sur mon chemin de travail, donc je sais pas encore. Peut-être demain, je vais arrêter, j'en sais rien. Non, on a toujours encore besoin de toi. Achille. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu te rapprocherais en termes de style, à plus ou moins à long terme, tu serais plutôt Elisab ou Michael Osinko? Ni l'un ni l'autre. Peut-être... même le style, je dirais... Je suis dans l'actuel, donc même ce que je fais, je le fais dans l'actuel. J'ai pas de référence... Après, j'ai des références techniques. Si on parle maintenant, je vais citer d'autres... si je parle d'Aidar Ackerman, oui, j'adore la technique. Je parle de Yves Van Herpen, j'aborde le 2.0 de la mode. La couture, maintenant, elle est imprimée en 3D. C'est ça, donc c'est de l'actuel, c'est plus, pas par les noms. Je pense que les noms, c'était plus dans les années 90, on parlait, on disait oui... les noms, c'est important quand même. Non, oui, tout à fait, tout à fait. Mais là, maintenant... Si Chanel, moi j'ai connu Chanel quand je travaillais chez eux, c'était au bord de la faillite. C'est Karl Lagerfeld qui les a remontés. Hein. Ah oui. Lagerfeld, c'était au bord de la faillite. Non, mais c'est pas pareil ce qu'il dit, lui, c'est par rapport aux références. Donc après les références, il y a certaines références de style et certaines références de technique. Et est-ce que tu te vois, toi, excuse-moi la question, est-ce que plus comme un créateur avec son nom, son nom, bon, Versace, Saint Laurent, etc., peu importe, hein, mais avec son nom, sa propre création, ses propres créations, ses propres défilés haute couture, etc., prêt-à-porter, ou quelqu'un comme Karl Lagerfeld qui a été capable de travailler pour une grande marque et avoir et travailler pour comme d'autres marques. Est-ce que tu aurais cette vision de... Alors moi j'ai créé ma marque après l'école et après les... Je sais que tu es quelqu'un qui est très... Je suis quelqu'un de très... J'ai Electron Libre. Voilà, t'es Electron Libre, c'est pour ça que je te pose cette question. Déjà j'ai ma marque qui existe à Paris depuis 2013. Après...
les opportunités à Paris, on est quand même dans une ville d'opportunités et de... Moi, c'est une ville qui m'a apporté beaucoup de chance. Là, oui, je dessine des collections pour d'autres marques et même en Italie depuis 2 ans. Et je me vois pas me fermer sur moi-même et mon ADN. Et d'ailleurs, j'enrichis mon ADN par le travail que je fais pour les autres. C'est toujours bien de s'ouvrir vers les autres. Bien sûr. Zinou, tu as conquis la Paris Fashion Week lorsque tu as créé un défilé de mode sur le pavé. Tu as fait défiler oui, j'avais les nerfs là. Sur les rues, dans les rues de Paris, en passant par le métro. Une collection qui s'appelait Paris Metropolitan Lights. C'est ça. C'est quoi cette idée? En fait, la là, presse a applaudi, vous êtes arrivé jusqu'au devant du défilé de Versace, ils sont sortis. En fait, l'idée est venue quand je faisais l'école à Paris. Là, je pense que c'est la seule anecdote négative de mon parcours ici, c'est que la prof, moi j'ai présenté la collection dessinée et la prof elle a pris la gomme et elle m'a gommé toute la fantaisie qui était dessus. On était en 2011. Et donc elle me disait oui, il fallait être discret, machin, parce que je comprenais pas, je venais d'arriver d'Algérie. Donc moi c'était plus ça. Et là elle a gommé tout mes souvenirs, tout mon passé. Moi je suis venu avec le passé, l'or, les trucs, comme chez nous quoi. Mais sur des formes assez... Et depuis en fait je l'ai écouté. Et c'était pas très bon pour moi, donc c'était triste ce que je faisais, ça me plaisait pas, mais je continuais parce que c'était l'actuel. Comme, voilà, je dois... Oui, mais à l'époque j'étais moins mûr, je comprenais pas trop. Et du coup, ce défilé est venu par les nerfs qu'elle m'a un peu foutu. Ouais. Et du coup, je me suis dit pourquoi on est endoctriné, on est un peu formaté à faire comme tout le monde, à défiler dans des salons parisiens, à payer des productions très chères, à ramener des mannequins très chers. C'était très intelligent. Et tout est fermé, tout est machin, et c'est très élitiste. Il faut vraiment être très très snob pour... Et là, je me suis dit, bon, si je trouve des filles courageuses de marcher sur 15 cm à Paris et prendre le métro avec moi et manger au McDo pendant une journée, on y va. Et du coup, on a formé une équipe, j'ai monté la collection. Et de superbes filles, hein. Et on a défilé toute la journée du dimanche pendant la Fashion Week dehors et on a sorti la haute couture parce que c'était aussi, on voit des touristes venir à Paris et penser que Paris c'est la capitale de la mode, mais on voit rien à part l'avenue Montaigne et quelques vitrines. On la voit pas vraiment dans la rue. Il n'y a aucun créateur qui avait fait ça. Non. Franchement, c'est magnifique. Moi, et du coup, on a eu cette idée, et puis tout le monde était pour cette idée, même tout le monde, c'était que des collaborateurs. Ouais. La presse surtout après qui a suivi. À la fin, on a fini en happening sauvage devant le défilé Versace, on l'a retardé de 30 minutes. On a eu toute l'équipe de Versace qui sont sortis. Ils ont applaudi et tout. Et du coup, là, oui, après, on a eu pas mal de parutions parce que en fait, ça parlait de sortir la haute couture de ces salons dorés dans la rue. Bon, c'est très mal vu par la haute de la haute, oui. Mais après nous, au moins, on l'a fait, moi je l'ai fait, et puis ça reste un peu... Voilà, et je me suis collé l'étiquette du clandestin de la mode, et ça me plaît très bien. Voilà, bien répondu, bien répondu. Non, mais après c'est bien ce que tu as fait, c'est magnifique, parce que j'ai vu la vidéo et tout, c'est top, parce que même des gens, ils passaient, ils applaudissaient, ça a mis de la gaieté. Les gens, ils faisaient la tête, ils faisaient la tête au départ, dès qu'ils vous ont vu passer, ils ont applaudi, tu as donné de la vie, quoi, du sourire, c'est beau. À Paris, c'était... J'ai rendu à Paris ce qu'elle m'a... Parce qu'on dit la Fashion Week, mais la Fashion Week sur Paris, c'est bien, vrai. Mais c'est hyper cloisonné, je veux dire, si t'as pas ton invitation, etc., tu vois rien de la Fashion Week. Là, sur la vidéo, on n'a pas tout. D'ailleurs, généralement, est-ce que tu as des invitations? Attendez, on va profiter, il est là. Généralement, est-ce que tu as des invitations pour les défilés je vais revenir sur ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que autant j'adore le métier, je déteste le milieu. J'y vais très rarement, mais rarement. Oui, j'en ai. Est-ce qu'il y a un créateur que tu surveilles plus qu'un autre? C'est-à-dire où tu attends sa collection? Oui, celui qui m'a ouvert les portes à Paris, le tout premier, Alexandre Vautier. Il est franchement, dites-lui que j'aime beaucoup son travail. C'était la première maison qui m'a pris en stage après mon école. Et même moi, à mon école, tout le monde pensait que j'allais pas faire de stage dans une maison prestigieuse. Et la chance a fait que j'ai atterri chez eux grâce à mon message vocal au téléphone. J'ai appelé la maison et en fait j'avais un message un peu drôle. On m'a rappelé, on est tombé sur la messagerie et puis on m'a dit bon venez, vous êtes drôle, vous venez. C'était quoi le message? Comme ça on va appeler les gens. C'était un message de Biona à l'époque parce que je travaillais pour elle, j'étais son styliste et en fait elle avait la même messagerie où elle disait si vous avez des bonnes nouvelles vous me les laissez, si vous avez des mauvaises nouvelles raccrochez tout de suite et elle rigole hystérique comme ça et j'ai fait la même chose. J'adore, si vous m'appelez ce soir vous allez trouver ça. Et ça fait quoi d'être sur les pages de couverture, il me semble, ou en tout cas apparaître dans la plus grande presse, notamment Paris Match? Ça fait quelque chose,
c'est des choses, en fait, ça fait voir ses rêves se réaliser. Ouais. Et c'est génial. Parce que rêver, c'est très bien. C'est comme on parlait des initiatives, que ça reste une initiative, c'est pas bon. Donc il faut que ça se réalise. Ça va loin, il faut que ça grandisse, il faut optimiser. Donc moi, voir ça, c'est c'est laisser quelque chose. Et récemment, tu as habillé... tu habilles pas mal de célébrités, mais récemment, tu as habillé l'actrice et la youtubeuse Shirin Boutella au Festival de Cannes. Elle a porté une très très belle robe bleue. Si je me souviens, voilà. Et elle m'a marqué, la preuve. Hein. Et à quel point c'est important pour toi de les habiller dans les grands événements. Et puis... Moi, c'est très important pour moi déjà d'habiller toutes les Algériennes. Voilà, c'était ça. J'ai pas de nom. la question. Et je le dis, je le redis, je le dis depuis très longtemps parce qu'en fait, on n'a pas... Tu voulais encourager le film Papicha par cette petite grande collaboration. Franchement, moi j'ai commencé avec Biouna quand je suis arrivé ici. Je pense que Biouna, c'est une... grande artiste. Une pointure. Grande actrice, oui. Et elle, pareil, je lui dis la même chose. C'est pas parce que c'est Biouna ou c'est Chérine ou c'est... Pour moi, c'était un rêve d'habiller toutes les Algériennes parce que je me voyais incapable de le faire. Oui. À une époque, c'était très difficile de tenir le coup là-bas et de continuer et de le faire professionnellement. Donc, à un moment où j'arrivais à habiller les mariés là-bas et puis après les stars de chez nous. Et puis là, maintenant, mon rêve, c'est d'habiller toutes les Algériennes par une marque de prêt-à-porter qui va vraiment être pour tout le monde. Et donc nous on compte pas en fait. Les hommes, non. Ah. Voilà. Ça va arriver. Nous les hommes plus cher les hommes. Ouais, c'est nous les hommes. Généralement la haute couture c'est pas dédié aux hommes, c'est dédié qu'aux femmes. C'est dédié aux femmes là. Ouais, mais alors après bon, il y a le sur-mesure pour l'homme, il y a le tailleur. Oui, mais c'est pas de la haute couture. C'est du sur-mesure. Mais toi, tu te lâches plus par exemple pour les femmes. Ouais, c'est la femme. Voilà, c'est ça. Après, c'est aussi, comme je t'ai dit, c'est dans ma tête, c'est mon histoire et c'est social. C'est une sorte de... Comment te dire? C'est plus... Voilà, c'est une femme que j'ai longtemps vue un peu... C'est quoi la femme parfaite pour toi? C'est qui? Toutes les femmes sont parfaites. Ah. Oui, pour moi, oui. On va pas perdre des clientes, hein? Oui. J'ai grandi dans un milieu de femmes. J'ai eu 3 tantes plus ma mère, donc c'était... dans une société très difficile chez nous, et j'ai vu des femmes courageuses, et par son courage, elle est parfaite. Elle n'a pas besoin de se maquiller, de se refaire les joues et les pommettes. C'est magnifique. Mais qui tu aimerais habiller? Vraiment les célébrités que tu aimerais voir porter? Ça dépend des... Je sais pas. Franchement, j'ai pas ce truc là dans ma tête d'avoir des une dernière question moi importante. Vas-y. Si tu avais un rêve, moi je l'ai dans ma tête, mon rêve pour toi, mais après je suis pas toi. Si tu avais un rêve là, tu réussis, etc. Il y a pas de problème, tu te fais un nom et un rêve. Moi je l'ai dans ma tête, le rêve que tu pourrais avoir. Tu me dis si je me trompe ou pas. C'est une fois que tu as ta célébrité, c'est faire un défilé en Algérie. Alors ça c'est mon... Ça fait 12 ans que j'ai pas défilé en Algérie. Donc j'ai un petit peu raison. Mais... Je voulais vous dire ce que vous ne savez pas. De meilleures conditions. Ce que vous savez pas, c'est que j'ai été membre du jury de Elite Model Look avec Zino Touefa. Non, mais il y avait mieux que ça, c'est que elle t'étais parmi aussi ces femmes courageuses en Algérie où elle a lancé un premier magazine de mode et de société à Oran. Oui. Et j'ai eu une interview comme un grand chez elle et tout ça, très bien accueilli. Tu as écrit toujours été un très beau papier. Et c'est pour ça que je suis là encore aujourd'hui à t'encourager parce que tu m'as ouvert les portes. Pendant que tu parlais, je te regardais, je me suis dit, j'espère de tout cœur qu'un jour tu vas avoir une grande, c'est-à-dire vraiment les meilleures places comme Yves Saint Laurent ou tu vois, ton nom va être connu mondialement et que je pourrais te réinviter encore. Moi je salue son courage aussi parce que me mettre sur un papier là-bas à l'époque c'était pas facile parce que chez nous et à l'époque aussi on cassait toute la différence. On cassait toute chose qui allait apporter un nouvel air et tout ça. Donc j'ai pas eu beaucoup de papiers à mes débuts parce que j'étais le garçon différent qui fait des choses pas bien. Donc elle était courageuse à m'afficher. C'était vraiment avec plaisir et je continuerai à te soutenir et j'espère on se donne rendez-vous d'ici peu de temps, d'ici quelques années. Toi, un grand nom connu mondialement. Merci. Et moi, une autre émission plus importante, toujours même équipe. Non mais elle est très importante par l'existence. Tu m'habilles, hein, les tapis rouges et tout. C'est bon, j'ai fait mon contrat. Zino Touefa, de toute façon, ça m'a fait plaisir d'être membre du jury de Elite Model Look avec toi. C'était une excellente expérience. C'était en 2005 et peut-être on s'est pas revu peut-être
connaître depuis. Et c'est fou, hein. Mais on se suit, voilà. On se suit, oui. Et je t'encourage vraiment, vraiment. Et je crois en toi. Merci. Tu iras très très loin. Merci. Et est-ce que, la dernière question, est-ce que tu peux dire haut et fort qu'aujourd'hui, tu es le numéro 1 en Algérie, en tant que créateur algérien? Je dirais pas que je suis numéro 1, mais je dirais que j'ai ouvert une petite voie pour les jeunes de ma génération. Est-ce qu'il y a un autre créateur algérien? Moi, j'ai pris toutes les claques à l'époque, toutes les insultes, et puis eux, maintenant, ils font les choses normalement parce que c'est normal et c'est devenu ça a été démocratisé. Et ça me fait vraiment plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres créateurs algériens qui ont bossé pour ces maisons de mode? Quand tu m'as dit, je sais pas, je te pose la question. Je veux oui ou non? Non, parce que c'est des agences, il y en a pas beaucoup à Paris. Et puis des parcours similaires, il n'y a pas eu beaucoup par le manque de... Parce qu'on n'a pas été éduqué à avoir ce cursus-là. Moi, je l'ai cherché, je le voulais, je l'ai fait tout seul. Bravo. Personne ne m'a... Donc j'aimerais bien maintenant voir d'autres me suivre et faire la même chose et même mieux que moi. Bravo, merci beaucoup. Merci à Zino, toi. merci Hichem Edelkaïd. Hichem Edelkaïd qui a été avec nous, le guérisseur énergéticien, qui a fait pas mal d'expériences là sur le téléphone. Merci mesdames et messieurs, vous avez été nombreux à nous écouter, vous nous avez envoyé des messages, plusieurs même, à Hichem et ainsi qu'à Zino. Et merci beaucoup à Madame Nassima Anani, Kamel Aïtraïra qui a été pertinent aujourd'hui. Et Achille, merci pour la réalisation, pour tout. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain à 13h avec d'autres invités. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci.